Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. C'est trop facile de dire qu'à Gao, il y a eu ça, ils ont été laxistes. Et c'est trop facile aujourd'hui de dire qu'ils ont pris la bonne décision. Parce qu'il y a un juste équilibre à trouver. La Libye, c'est l'arrière-cour de l'Algérie. La base des douches était là-bas. Et ça, on connaît quelque chose. Il n'y était pas, mais il connaît un peu. La Libye, c'est l'arrière-cour de l'Algérie. Donc, il faut être présent. Évacuer toute l'ambassade, est-ce que c'est une bonne décision? Je ne sais pas. Parce que moi, de mon point de vue, l'Algérie doit être acteur et acteur central en Libye. L'Égypte est absente. Si l'Algérie n'est pas acteur, c'est soit l'OTAN, soit les groupes djihadistes internationaux. Et donc c'est l'Algérie qui doit y être. Est-ce que évacuer l'ambassade, évacuer les agents du consulat de Gao, est-ce que c'est une bonne décision? Je ne suis pas convaincu. À mon avis, la question de la Libye soulève une autre question de fond. C'était la position d'Algérie avant même l'intervention, avant même la chute de Kadhafi, qui était une position attentiste et qui disait que ce qui se passe en Libye, c'est une affaire extérieure à l'Algérie, ça ne nous concerne pas. Si on s'exprime sur la Libye, c'est une ingérence dans les affaires internes d'un pays étranger, alors que dans la défense des intérêts, et c'est connu mondialement de tous les pays, la sécurité nationale d'un pays commence du point le plus loin de ses frontières, alors que la Libye c'est juste à côté. À mon avis, aujourd'hui on gère une situation à laquelle on devait être acteur. Moi je crois que le choix c'est pas celui que dit Khaled, hein. C'est sûrement pas celui-là, c'est pas le choix entre des diplomates enlevés comme à Gao et un diplomate sauvé comme à Tripoli. Le choix c'est celui dont a parlé Abed et Saïd et tous les intervenants. C'est quel est le statut de la politique algérienne sur un théâtre d'opération comme celui de la Libye. L'exfiltration de l'ambassadeur algérien scelle définitivement l'échec, la faillite de la diplomatie algérienne sur la scène libyenne. Nous aurions dû être l'acteur numéro 1 sur la scène libyenne. Nous sommes les premiers à quitter la scène libyenne. Je signale au passage que Sonatrach aussi a quitté le bassin de Radames. Donc nous quittons sur tous les fronts. Il y a à peine 6 mois, il y a des acteurs du secteur privé qui se posaient la question d'aller exposer leurs produits sur la foire, qui fonctionne très bien d'ailleurs par ailleurs, pour relativiser un petit peu le chaos. Je ne suis pas très d'accord sur les informations de chaos qui viennent sur la Libye. Le business continue de fonctionner, c'est le contrôle du pouvoir qui pose problème. Évidemment, il y a des débordements de ce côté-là. Mais nous sommes dans une faillite complète. Nous sommes dans une faillite complète. Voilà. Je rejoins ce que disait Paten Exen. La décision de fermer l'ambassade de Tripoli est une très mauvaise décision. C'est pas le moment de quitter le terrain, surtout que la Libye est devenue un terrain de décès pour beaucoup de choses. La diplomatie algérienne a été en retard de deux décennies par rapport à la situation au Sahel. C'est maintenant que Ramdan Amamra, ministre des Affaires étrangères, qui commence à sillonner la région, qui rappelle le rôle de l'Algérie. Il était en Burkina Faso, il est parti au Mali et également en Mauritanie. On a l'impression que l'Algérie, sa diplomatie, est en train d'essayer de rattraper un certain retard par rapport à la situation au Sahel. Est-ce que c'est des outils de prévention qui n'ont pas bien fonctionné? Est-ce qu'on a, comme l'a dit Hassan, on a été attentifs par rapport à la situation en Libye, même en Tunisie? Rappelez-vous, les autorités algériennes gardaient un silence total lorsque les événements s'accéléraient. Quelle est notre capacité à faire face? Quelle est notre capacité à faire face aux pressions aujourd'hui, aux pressions sécuritaires? La situation, c'est-à-dire, c'est complètement changé. La manière de fonctionner, la politique extérieure de l'Algérie doit complètement changée par rapport aux menaces, parce qu'il y a beaucoup de menaces. La politique extérieure aujourd'hui. Le problème, c'est dans la définition, dans l'élaboration d'une démarche. Tu as cité un point quand il y a eu la crise libyenne. Il faut se rappeler que une rumeur a circulé selon laquelle l'Algérie soutenait Kadhafi en lui fournissant des mercenaires. Ça a été dit par des acteurs politiques algériens et par beaucoup de journaux algériens qui croyaient avoir découvert quelque chose d'extraordinaire. C'est une rumeur qui était destinée à paralyser l'Algérie, qui était déjà paralysée. Et donc, on est dans une situation où une diplomatie est paralysée et on lui ajoute des éléments encore pour la fragiliser davantage.
Le résultat, c'est une inactivité totale, une passivité complète en Libye, et la Libye échappe, alors que j'ai toujours soutenu que la solution en Libye... Ce n'est pas la rumeur qui a paralysé la diplomatie algérienne. Elle a fait partie de... Je me rappelle de... Ses troupes, son armée, sa diplomatie, ses médias. Ces journalistes n'ont pas le droit d'écrire n'importe quoi. كيفاش انت جورناليست الجزائري تكتب باللي الجزائر يجيب لي mercenaires القذافي en pleine crise, c'est très grave, sur la base de rumeurs lancées par des services spéciaux occidentaux. Donc, gros problème. Ça vaut pour la diplomatie comme ça vaut pour l'économie. On est dans une situation d'impotence. On parle du Sahel, un pays normal qui aspire à être le chef régional aurait développer une politique qui aurait permis de l'investissement dans les pays du Sahel, il y aurait eu des entreprises publiques comme privées qui se seraient installées. C'est le Maroc qui le fait, ce n'est pas l'Algérie. Alors que, en termes de ressources, la disponibilité, en plus on ne perd pas de l'argent. Investir là-bas, ce n'est pas de l'argent en perte. Et on a un État important, on reste en réalité qui fonctionne sur le capital de la guerre de libération. C'est incroyable de le dire, mais on continue à vivre en Afrique sur un vieux capital de la révolution algérienne, très estimable, mais qui se dilue, d'autant plus que dans ces pays-là, les personnes changent, le personnel change. En Libye, on n'a plus le personnel qui travaille aujourd'hui en Libye. Les Algériens ne le connaissent pas réellement. C'est donc de nouveaux personnages. Donc on est en décalage. On a des présidents qui connaissent Kadhafi, mais qui ne connaissent pas les gens qui émergent. Une problématique que nous connaissons, que nous avons traitée pendant longtemps. Elle a changé très vite. D'ailleurs, c'est de là que vient l'erreur des services de sécurité sur Gao. Ils pensaient que c'était toujours le courant dominant et l'islamisme radical est venu supplanter la revendication nationalitaire azawad. Qu'est-ce qui a fait changer? C'est le salafisme djihadiste. Il est parti d'où? Il est parti d'Algérie. Le président ATT, Amanri Touré, c'est ça, il a toujours répété que c'était un problème exporté par l'Algérie, qu'elle devait le régler en Normandie et le régler les mains dans le cambouis. Et ça reste un problème. C'est une extension. Acmi, c'est l'acteur numéro 1 sur la scène. Acmi, le patron de l'Acmi, il est en Kabylie. Il s'appelle il est en Kabylie. Nous n'avons pas réglé ce problème-là. C'est une diffusion de la crise algérienne sur les frontières. Donc, nous devons être impliqués parce que nous sommes une des sources de cette évolution de la crise. Ça, c'est un. Deux, sur le rôle du DRS, nous avons reçu Shabir Ousbah, qui est un ancien officier du DRS, qui nous a fait une observation sur Radio 1 sur l'incapacité du DRS à lire le long terme. Parce qu'on a le même problème que dans le politique. Le DRS ne réagit, il donne une prime à la barbouzerie et donne une prime aux opérationnels sur le terrain. Et donne pas de prime aux instances qui réfléchissent et qui tracent le cap, qui utilisent les renseignements et la prospective pour dire le Sahel dans 20 ans, dans 15 ans, voilà ce que ça sera. Ça c'est laminé. Shabir Ousbah considère qu'il fait partie des cadres du DRS qui auraient pu aider à éclairer, il y en a plein d'autres, et qui sont évincés. Ce sont les barbouzards qui prennent le dessus. Les barbouzards, c'est la crise qui leur pète dans la gueule un jour et ils réagissent comme des barbouzards, tout simplement. On est dans cela. C'est pour compléter ce que tu dis. Moi, je crois qu'il n'est pas aisé de dire que l'Algérie va changer d'attitude en matière de politique étrangère d'une part et le rôle de ses services dans une région, dans une période donnée. Je crois que ça ne se décide pas comme ça. C'est des années d'adaptation parce que c'est des dispositifs et avoir tout d'abord une prospective qui lui permette de définir sa politique alternative. Je parle de la politique étrangère alternative. Revenons aux années 90. Les services de renseignement algériens ont-ils joué leur rôle pour prévenir la montée du terrorisme à l'intérieur du pays? Ça, c'est la première faillite. C'est-à-dire qu'il y a un problème déjà à l'origine de là à faire de la prospective sur le long terme par rapport à l'environnement régional de l'Algérie. Je crois que c'est trop vite aller en besogne. Maintenant, pour changer d'attitude et changer de politique et changer de façon d'agir dans la région, je crois que pour l'Algérie, dans ces crises libyennes et maliennes, c'est trop tard. L'Algérie ne pourra pas. C'est trop tard. L'Algérie a une carte. C'est trop tard. Ça nous amène à parler d'enjeux. L'Algérie, ce qu'elle peut faire immédiatement, c'est une intervention militaire, un truc de balouse,
intervenir dans un soutien logistique important. Non, militairement, elle peut intervenir, elle peut mobiliser les Éthiopiens. Ce serait aventureux. Nous sommes de retour au Café Presse ce matin. Il y a une super ambiance, ça je peux vous l'assurer. Je voudrais vous relancer sur une question. C'était très bien, la transition, on était parti sur le local, sur ce qui se passe ici. Donc question par rapport aux amendements de la Constitution et par rapport aux déclarations peut-être de Hamid Grid cette semaine. Est-ce que vous donnez du crédit à une ouverture? Question. Il se passe quelque chose de curieux. Oui, il se passe quelque chose de curieux. On a le sentiment que le pouvoir pourra en faire plus cette fois-ci qu'il en a fait en 2011, par exemple, quand il y a eu le printemps arabe, où il avait promis des réformes. Qui se sont arrêtés à la levée de l'état d'urgence, on s'en rappelle. Les textes de loi. Voilà. L'ouverture rampante de l'audiovisuel, c'est toujours pas bouclé. Cette fois, on a l'impression qu'il veut aller plus loin et peut-être qu'il y a une lecture de la situation qui est un peu différente de ce qui a été dit. Bon, il y a des propositions un peu plus audacieuses que ce qu'on aurait pu attendre dans la révision de la Constitution. Revenir à la situation hantée d'avant 2008. La limitation des mandats. La limitation des mandats, entre autres, mais surtout de donner plus de prérogatives, rétablir certaines prérogatives à l'Assemblée nationale. Et donc on est dans une situation un peu curieuse où c'est le pouvoir qui semble cette fois-ci être armé de bonne volonté, qui veut le montrer, notamment avec la personnalité très peu controversée d'Ahmed Yahya, c'est du second degré, si jamais personne ne le comprend comme ça. Et de l'autre côté, on a une opposition qui, elle, voilà, reste sur ses positions de ne pas vouloir aller vers ces discussions, pas de constitution consensuelle, et donc on a l'impression d'un éternel rendez-vous manqué. Voilà. Quand l'opposition tendait la main en 2011, le pouvoir n'a pas attendu la sienne, et cette fois-ci, c'est peut-être l'inverse qui va se passer. Je crois que tout le monde n'est pas d'accord autour de cette table ce soir. Ça a été développé par Ihsan. À mon avis, cette révision de la Constitution, consulter les partis politiques au lendemain d'une élection présidentielle très contestée, très controversée, est un signe d'une vraie crise à l'intérieur du régime. Logiquement, si le régime, c'était un passage en force, il a imposé un président impotent, malade, et qu'on n'a pas vu. Et logiquement, s'il a gagné 81% du suffrage, il forme tout de suite son propre gouvernement de son équipe. Il n'a pas besoin de réviser la Constitution. Là, il ne forme pas un gouvernement politique de son équipe. Il va aller chercher des ministres, donc des partis qui ont même boycotté l'élection présidentielle. Il n'arrive pas, il n'a pas pu le composer. Il nomme Yorban Saïdani, il dit que c'est un gouvernement administratif, même pas technocrate. Et là, il trouve d'énormes difficultés à discuter avec cette opposition qu'il a longtemps persécutée autour de la révision de la Constitution. Je pense que ces deux éléments est l'expression d'une impasse terrible pour le régime et d'une vraie crise à l'intérieur. En fait, la question qui est posée, est-ce qu'il y a une idée de réforme? Moi, j'ai l'impression qu'on fait une sorte... Vous connaissez tous le livre 1984 d'Orwell, où vous avez le mécanisme où, quand quelqu'un est en disgrâce, on réécrit le livre, le journal La Pravda. J'imagine que c'était La Pravda. On réécrit même ce journal-là, on enlève la photo, et là, on est... La Constitution de 89, on a passé 20 ans à la détricoter. Les idées de réforme qui étaient là en marche, on a passé 20 ans à les détricoter. Aujourd'hui, on essaie de réécrire, mais en réalité, moi j'y crois pas. On est plutôt dans la fausse ouverture comme d'habitude. Oui, il y a qui mène un dialogue. Ça me semble un peu compliqué. Ouihia, il ne faut pas oublier qu'Ouihia a fait la Constitution de 96. Oui. Il a fait le premier amendement à Bouteflika, le deuxième amendement à Bouteflika pour supprimer les... etc. Pour supprimer la limitation de mandat. Donc voilà, Ouihia revient, c'est un jeu, avec ça, on va le suivre. De 2011, mais en 2011 il y avait eu le printemps arabe avant.
et la chute de Hosni Moubarak et de Ben Ali, c'est ce qui a poussé le président de la République à prononcer son discours, notamment à lever l'état d'urgence et à permettre l'audiovisuel privé, chose qu'il avait toujours refusée depuis 1999. Aujourd'hui, il y a une certaine nouvelle forme d'ouverture, mais on ne sait pas si ça va connaître le à travers quoi, à travers les propos de qui? Du ministre de la Communication? Notamment le ministre de la Communication qui a parlé notamment des pubs de l'ANEP, puisque vous savez que l'ANEP c'est un trésor qui distribue la manne publicitaire comme elle l'entend. D'ailleurs, il y a aussi un opérateur téléphonique aussi qui distribuait la manne publicitaire comme il voulait pendant toutes ces années. Alors, Orange non, oui, plutôt rouge. Donc on va voir s'il va faire en tant que ministre de la Communication ce qu'il n'a pas fait en tant que responsable de management. C'est pratiquement la fin. Moi, je voulais revenir un peu, parce que la question c'était ouverture ou pas. Je voulais terminer là-dessus, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que la presse écrite, il y a aussi la presse publique. Et M. Hamid Green, qui est le ministre de la Communication, m'a parlé. Je veux dire gouvernement. Oui, je reprends ses propos parce qu'ils m'ont semblé très intéressants. Vous n'êtes pas les officines du pouvoir. Il s'adressait à la presse publique sur la chaîne 3, qui m'emploie. Et voilà, donc moi je me réjouis de cette déclaration. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Je m'en réjouis déjà. Ouais. On verra la suite. Souya Lachini, qui est ma collègue, lui avait posé une question. Elle lui a demandé, avec une pression, est-ce que, pour reprendre ses propos, est-ce que la pression va continuer ou est-ce qu'elle va cesser? Et il lui a répondu par une question. Est-ce que vous pensez, est-ce qu'il y a eu, vous avez couvert la campagne électorale, est-ce que vous avez eu des pressions ou pas? Alors, Souya Lachini, c'est vrai que parfois quand on est journaliste, on ne s'attend pas à des réponses comme ça. Abdelkader Mstahel, à une question un jour, m'a répondu, et je ne savais plus quoi lui dire, est-ce que, citez-moi un seul pays africain où il n'y a pas de démocratie. J'ai rien trouvé à lui dire et ça a été exactement le même statut de Souya Lachini. Alors moi je voudrais répondre à M. Green. La question était, est-ce qu'il y a eu pression ou pas? Effectivement, pour la campagne électorale, et j'espère qu'il nous écoute et qu'il nous écoutera, pour la campagne électorale, il y a eu couverture, effectivement, mais il y a eu des pressions. Et pendant la campagne électorale, je suis un élément de la chaîne 3, pendant la campagne électorale, l'opposition n'avait pas le droit à la parole. Les partis politiques qui ont boycotté n'avaient pas le droit à la parole. C'est une instruction des responsables de la chaîne 3 et de la radio, en l'occurrence, parce que les décisions ne sont pas prises toutes seules, c'est très important de le dire. Donc je m'adresse à Monsieur le ministre. Effectivement, il y a eu des pressions. L'opposition n'avait pas le droit à la parole, le front du boycott n'avait pas le droit à la parole, et les manifestants qui faisaient partie de Baraket n'avaient pas non plus le droit à la parole, pour la simple raison, et l'argument qui était avancé, c'est qu'ils n'étaient pas nombreux. Donc voilà, moi je tenais à le dire aujourd'hui, c'est très important, je suis contente. Non, ce n'est pas trop, c'est très important, Abed, je suis désolée, parce que la presse publique c'est aussi important, vous n'êtes pas les officiers du pouvoir, je me réjouis, on verra la suite.